Oui, bonjour. Une petite vidéo par rapport aux questions ou réactions que vous m'envoyez. Je vais traiter rapidement trois thèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Trois thèmes, pardon, complètement différents. Le premier, c'est l'installation des jeunes. Oui, vous avez été un certain nombre à m'appeler ou m'envoyer des SMS concernant l'installation des jeunes. Effectivement, comme chaque année, ils redoublent de communication, hein, les réseaux FNSEA, hein, Chambre d'agriculture, hein, parce que le but du jeu, c'est de recruter des petits soldats. Ça va être le cas au niveau du salon de l'agriculture, c'est beaucoup le cas dans la coopération agricole, où, comme d'habitude, c'est vrai qu'on se répète, mais on est obligé de se répéter. On l'a dit maintes et maintes fois en lapin, avec le producteur de lapin, qui est intervenu de nombreuses reprises avec moi en vidéo. On l'a dit avec des producteurs de poulets qu'on passait sur ma chaîne YouTube. On l'a dit avec des producteurs de viande bovine, etc., etc. Il n'y a pas de business model d'établi. Donc en fait, ils font croire aux gens, ils font rêver les jeunes par lequel ils vont bien gagner leur vie. Alors ça, c'est faux. Le problème quand on est jeune, je le reconnais, on est tous passés par là, c'est un projet de vie. Souvent, les gens qui s'installent ne veulent pas rester salariés, ne veulent pas être commandés. On veut avoir sa propre entreprise, parce que c'est vrai que c'est enrichissant d'avoir sa propre entreprise et de développer son entreprise. Simplement, il faut donner les avantages et les inconvénients d'être à son compte. Ça a beaucoup d'avantages, c'est un beau métier, ça permet de prendre des responsabilités, de conduire son exploitation. Simplement, le problème majeur d'une exploitation agricole, quelle qu'elle soit, que ce soit une installation en lapin, en lait ou aujourd'hui en céréales, quand on voit comment ça se passe, les céréales, la chute du prix des céréales, il n'y a pas de marge. Les gens, ou en viticulture, hein, voilà, parce que celui qui n'a pas sa clientèle, si vous ne reprenez pas la suite de quelqu'un qui n'a pas une ferme vraiment où il y a la clientèle et on sait déjà d'avance que ça fonctionne, hein, si le cédant accepte de vous dire la vérité, hein, parce que justement, dans ce que vous m'avez envoyé, j'ai reçu des SMS, attention, danger, des responsables FNSEA refilent la patate chaude aux jeunes. Bah, il n'y a pas que les responsables FNSEA, bien sûr, il y a des dirigeants de syndicats qui refilent la patate chaude à des jeunes, ils ont investi, certains même ont remonté des structures récemment, et puis d'un seul coup, ils se tirent, hein, il arrête l'exploitation avant d'être à la retraite, puis ils refilent la patate chaude à des jeunes. Et ils les font rêver avec justement ces écritures comptables qu'il faut savoir décrypter, hein, car le bénéfice agricole, ce n'est pas votre salaire, ni l'OBA. Lorsqu'ils vous font voir des OBE de 100 ou 200 000 euros ou des bénéfices agricoles, c'est pas compliqué hein, de faire un bénéfice agricole de 100 000 ou 250 000 euros, hein, mais ça veut rien dire du tout, ça. Hein. Donc, attention, attention, attention. Et souvent, le problème qu'on a eu, je me mets dedans, hein, c'est qu'on a eu un problème de manque de connaissances dans la gestion économique de nos entreprises. Et si on analyse bien les tenants et les aboutissants avant de s'installer, là, on voit beaucoup plus clair. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous avez signé en bas de la feuille avec le cédant et avec la banque, là, vous êtes engagé. Vous êtes engagé. Ça devient votre problème. Et après, vous êtes obligé d'aller au bout, hein, ou alors il faut faire une liquidation, mais voilà, avec toutes les conséquences qui vont avec. Mais vous êtes obligé d'aller au bout, et là, vous êtes engagé. Et là, s'il vous reste 600 euros par mois ou 700 euros par mois, parce que c'est souvent le cas, hein, moins de 1000, hein, ou alors vous avez 1000 ou 1200, mais vous allez faire 90 heures semaine, donc vous ne tiendrez pas jusqu'à 60 ans comme ça. Donc, c'est le piège. Et ça, faites bien attention, l'enjeu, il est là, il y a possibilité de s'installer des fois avec des exploitations moins grandes, où les risques sont moins importants, ou alors vous démarrez en location, et là en location, bah, vous faites un bail de 9 ans, vous allez voir au bout de 9 ans si ça vous convient. En location, le corps de ferme n'est pas à vous. Si vous trouvez quelqu'un qui veut vous louer un corps de ferme, bah, vous allez voir ce que ça va donner hein, dès les premières années. Mais une fois que vous achetez un corps de ferme, hein, je vois ce que m'envoient les gens, que des gens mettent en vente leur ferme 1 million d'euros, 1,5 million. Moi, je veux bien.
Qui peut rembourser une ferme aujourd'hui 1 million d'euros à produire du lait, des lapins, des canards? Faites-moi voir les chiffres, expliquez-moi. Demandez aux cédants combien ils se sont prélevés, qu'avec l'exploitation, hein, pas avec les revenus de madame, hein. Parce que le problème, c'est que comme on est dans un effondrement du modèle économique globalisé, mondialisé, qui entraîne l'effondrement économique de la paysannerie, c'est que lorsque les agriculteurs arrivent à l'âge de la retraite, et on peut les comprendre, ils ont travaillé toute leur vie, ils veulent céder leur outil pour sortir au moins avec quelque chose. Ça, c'est normal. Surtout que les retraites seront toutes petites. D'accord? Même qu'elles ont été réévaluées par André Chassaigne, le député communiste, à qui il faut rendre hommage, il y a eu un travail de fait. C'est pas suffisant, mais il y a eu un travail de fait. Bon, donc c'est normal que les gens veulent sortir de ferme avec un capital. Mais le jeune derrière lui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité. Si on vend un prix correct pour faire une sortie de ferme correcte pour nous, ce qui est normal, si on ramène ça aux années travaillées, ça fait pas grand-chose, hein, notre sortie de capital. C'est peanuts. Simplement, le jeune derrière lui, est-ce qu'il va y arriver? Ben, la réponse, souvent, c'est non. Il va gagner bien moins sa vie que nous, on l'a gagné en début de carrière et que nos parents l'ont gagné à proportion égale, à heure de travail égale. Et puis, je ne parle pas à endettement égal, que l'endettement, il est beaucoup plus fort que lorsqu'on s'est installé dans les années 90, 80, 70, 60 et avant. Le ratio endettement, la charge mentale sur le chef d'entreprise, elle est beaucoup plus importante. Donc attention, attention, attention. Parce que beaucoup veulent refiler la patate chaude, on peut les comprendre, hein. Ils arrivent au bout, ils veulent vendre leur exploitation. Mais les gars, je ne sais pas, il fallait remettre en cause la profession. Le problème, il est dans notre profession. Quand il y a possibilité d'améliorer les choses, de gagner de l'argent, c'est la profession elle-même qui saborde notre métier pour pas que les paysans gagnent de l'argent. On est au service de l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Il faut sortir de ça, il faut reprendre notre facture et notre valeur ajoutée. L'enjeu, il est là. C'est de reprendre un revenu via notre valeur ajoutée. À partir de là, on peut céder, il n'y a pas de problème. Les exploitations elles vont toutes se céder. Il n'y a pas besoin de passer des annonces. Les gars, ils vont venir dans les cours des fermes reprendre les fermes. À une seule condition, c'est qu'il y ait de la rentabilité. Et là, tout le monde sera content, autant les cédants que les repreneurs. Deuxième sujet, vous m'avez envoyé, oui, effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrivent à la retraite avec la crise économique, avec des dettes bancaires, fournisseurs, dettes MSA. Dettes MSA qui bloquent le départ à la retraite ou qui plombent l'arrêt d'activité à la retraite, puisqu'il faut faire un échéancier avec la MSA pour finir de payer les cotisations en étant à la retraite. Alors, je ne vous dis pas les situations qu'on a à gérer au SAMU, de gens qui partent à la retraite avec des dettes sur une retraite de moins de 1 000 euros, vous voulez faire comment? Mettre un échéancier pour payer. Vous voyez? Donc là, on arrive au problème de céder nos corps de ferme, nos outils. Dans la mesure où on n'est pas capable de les céder parce qu'il n'y a pas de rentabilité, les gens ne peuvent pas solder leurs dettes tout court ou les dettes MSA, peu importe. Hein. Et si on part à la retraite avec des dettes, bah, c'est ingérable. Parce que les terres, souvent, elles sont reprises. Même si le corps de ferme n'est pas repris, les voisins reprennent les terres. C'est bien connu, ça. Mais les terres, dans le cas présent, ce que j'ai reçu comme mail, les gens ne sont pas propriétaires. Donc, ils ne vont pas vendre les terres, elles ne sont pas à eux. Donc, quand ils ont cédé leur exploitation, ils n'ont pas de sortie de ferme. Et je rajoute, les demandes que j'ai eues, certains n'ont pas de maison d'habitation à eux. Ils ont toujours été locataires. Je sais que ça existe. Hein. Il était locataire dans des exploitations. Locataire avec les terres et avec le corps de ferme. Et lorsqu'il arrive à la retraite, avec les petites retraites, il y en a qui ont acheté un bout de terrain hein, à côté de la ferme, hein, ou qui ont quelques hectares à eux en propriété. Hein, et comme ils n'ont pas de revenus, ils veulent rester sur la ferme avec un mobil-home, hein, parce que petite retraite, pas de moyens de s'acheter une maison, ni de payer un loyer. Hein. Là, il y en a un qui m'a écrit, il va avoir 777 euros, 78 euros de retraite. Donc, il ne peut pas payer ni un loyer, il ne va pas acheter une maison. Hein. Il n'a pas pu se payer une maison avant, hein, parce que ça a été très dur financièrement.
Ils sont beaucoup dans ce cas-là. Et certains élus, certains maires de communes refusent la pose de mobil-home sur notre propre terrain, finalement. On est agriculteur, on n'a même pas le droit, pour des questions sanitaires, des choses comme ça, de garder un mobil-home sur notre terrain et de vivre sur notre terrain. Certains élus viennent pour dire aux gens, non, non, il n'est pas question, on n'acceptera pas de mobil-home sur le terrain, sur notre terrain, en tant qu'agriculteur. Bon, je trouve ça quand même scandaleux qu'on arrive, ou une partie de la population, des paysans, qu'on nourrit la population, qu'on entretenu les territoires. Là, les exemples que j'ai en question, là, vous voyez, par exemple, c'est des gens qui ont fait des céréales, qui avaient fait de l'élevage et qui ont fait des céréales, qui avaient à peine 90 hectares et qui se retrouvent sans maison d'habitation, peu importe l'exemple, hein, pas de maison à eux à la retraite. Voir comment on traite nos paysans et qu'on va interdire certaines personnes d'avoir un mobil-home pour faire des économies, parce qu'évidemment, avec un mobil-home et des panneaux solaires, ben, l'agriculteur, dans le cas présent, là, il y en a un, c'est un célibataire, mais peu importe, il va avoir son autonomie, il va rester sur sa parcelle de terre, puisqu'il n'a pas les moyens ni de payer un loyer, ni de se payer une maison. Je vois pas au nom de quoi le maire de la commune, je trouve que là, c'est déplacé de refuser la pose du mobil-home à cet agriculteur sur son propre terrain. Et ça, je tenais à le dénoncer, et que là, il va falloir qu'il y ait des lois qui évoluent dans ce domaine-là, parce que les paysans, ben, je pense que ça suffit, quoi. On va pas nous traiter comme des gueux. Non, mais comment on va finir? On va finir sous les ponts. On peut même pas rester sous un mobil-home dans notre propre parcelle. Je pense que là, ça va un peu loin. Il y a des élus quand même qui font du zèle. Et dernier sujet, sur lequel je ne vais pas m'étendre. C'est un article qui est passé dans certaines rédactions, pas toutes, parce que souvent c'est plus ou moins censuré. Le libre-échange transforme les paysans en esclaves de l'industrie. Un très très bel article qui a été fait par l'agriculteur Pierrick Berthou, que je salue, qui est un agriculteur bio du 29, donc du Finistère, que je connais bien. Et donc, il va parler de cet article qu'il a fait, qui est un article super, où il met en avant, on se côtoie souvent avec Pierrick, la charte de la Havane, les différentes alternatives qu'il y a, car ce libre-échange, c'est bien connu, rend les paysans à travers le monde, les rend esclaves, hein, esclaves de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est très, très bien connu, hein. Et donc, je vous annonce déjà que je ne vais pas m'étendre sur le beau courrier qu'il a fait, sur le super résumé de la situation avec propositions qu'il a fait. Je vais l'inviter, comme j'ai commencé à inviter Michel, on a encore beaucoup d'émissions à faire avec Michel parce qu'on est bavards, tous les deux, avec Michel Chanu, mais je vais inviter Pierrick Berthou en février. Donc il va intervenir dans le mois de février, sûrement avant le salon, et je lui laisserai la parole pendant au moins 1 heure pour qu'il nous dise, lui, en tant que producteur de lait bio, quel est son ressenti, comment il voit la situation, et qu'il nous donne les détails de ce beau courrier qu'il a transmis à des rédactions dont certaines ont refusé de le publier. Donc moi, je donne la parole aux gens dans la mesure où on respecte, qu'on ne fait pas de diffamation, qu'on respecte le débat démocratique et qu'on apporte des idées. Moi, j'invite les gens à s'exprimer sur les réseaux pour essayer de faire comprendre à l'ensemble de la population les enjeux de demain. Parce que les enjeux de demain, c'est, comme avait dit George Bush père, les États-Unis n'abandonneront jamais l'arme alimentaire. L'arme alimentaire, c'est l'agriculture. Mais nous, la France, l'Europe, je dirais, par ses décisions politiques, est en train de perdre l'arme alimentaire. Et on la perd à vitesse grand V puisqu'on importe autour de 33% de notre alimentation aujourd'hui, hein. Et ça, je pense que c'est grave, ça aura des impacts très graves sur l'emploi, mais pas que sur l'emploi, sur la puissance qu'on pourrait avoir, les leviers d'action géopolitique, géostratégique dans les décennies à venir, ça aura des répercussions qu'on n'est même pas capable de mesurer aujourd'hui. Un État doit être souverain et doit garder son arme alimentaire. Je vous remercie et à bientôt.